Et cette dégringolade des places boursières qui se poursuit en Europe et le CAC 40 qui est entré en bear market, plus de 20% depuis son point haut du 5 janvier, une baisse de 3% à la mi-journée, 5860 points sur le CAC 40 sur l'indice parisien. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Bon, on peut se rassurer en se disant que la correction n'est pas aussi violente qu'en mars 2020. Pas encore. Au moment de la crise du Covid, au moment du premier confinement, on s'en souvient. Mais on est entré en bear market, là, ça y est, on y est. Oui, enfin, je pense que la correction, il faut l'analyser avec deux périodes. On peut l'analyser globalement jusqu'à jeudi, milieu d'après-midi, jeudi dernier. Et puis depuis jeudi, milieu d'après-midi, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on change de nature. Et qu'est-ce qui s'est passé au fond ? Il s'est passé les propos qu'a tenu le président Macron suite à un entretien qu'il a eu avec Vladimir Poutine. Mais surtout, il s'est passé l'incident ou l'accident dans la nuit de jeudi à vendredi sur la centrale nucléaire. Et ça a probabilisé quelque chose que jusqu'alors les marchés n'intégraient pas, qui est le risque nucléaire. Voilà, le risque nucléaire, aussi bien civil que militaire, parce qu'il est très probable que ça ne soit pas un incident d'un artilleur qui ait loupé sa mire, mais que ça soit quelque chose qui soit significatif en termes de communication de la part du camp russe. Et donc ça laisse possible ou ouvert le champ de la généralisation et d'un conflit long. Voilà, et donc on change là immédiatement de nature. Et tu as vu tout de suite les réactions à partir de vendredi sur les marchés de matières premières, les marchés actions, tous les actifs risqués ont supporté l'intégration de ce scénario. Parce qu'au fond, c'est très dur de répondre à la question initiale que tu vas me poser. C'est ce plancher. Est-ce qu'il y a un plancher pour le CAC 40 ? J'allais te répondre par une autre question, ce qui est tout à fait incorrect, c'est quel est ton scénario sur la sortie. Personne ne sait si donc je peux pas répondre. Intensification, enlisement du conflit, nouvelles sanctions, etc. Je ne peux pas répondre à ta question. Je peux tenter de faire une réponse, mais elle va être. C'est pour ça que je vais mettre toute une série de conditions. On va dire un scénario central. Le conflit va être relativement long, mais va rester limité à la zone ukrainienne. Et progressivement, à quel horizon je l'ignore, on va se diriger vers une solution diplomatique. Donc ça veut dire que probablement tout ce à quoi on assiste actuellement en montée des tensions sur les matières premières a un caractère transitoire. Ça ne veut pas pour autant dire que les matières premières, qu'elles soient carbonées, pétrole ou énergétiques, ou les matières premières agricoles vont revenir à la situation qui prévalait antérieurement. Mais ça, probablement qu'on est dans une phase de paroxysme. Mais ça repose sur l'idée, pas l'idée, en tout cas le présupposé, que on va rester dans un conflit limité et que à l'Ukraine, voilà. Et dans ce cas de figure-là, oui. Où est le plancher pour le CAC 40 ? Le plancher pour le CAC 40, il va être relativement... on n'est pas sur des niveaux planchers aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un pic bénéficiaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Pour valoriser un marché, tu le valorises par rapport à une tendance de moyen terme des bénéfices. Or, on sait bien que l'une des conséquences de cette crise, c'est d'induire toute une série de hausses des intrants. Donc ça veut dire que les marges qui sont aujourd'hui affichées, mais c'est valable dans le monde, très fortement en Europe, parce que l'Europe est l'épicentre du problème, mais ça sera dans le monde entier, il ne faut pas se faire d'illusions. Les marchés sont en train de pricer du recul, des profits, voilà, une récession. Est-ce qu'on va un peu loin là, on n'est pas encore en récession en France. Non, bien sûr que non, mais les marchés obligataires sont en train de pricer, les marchés mondiaux, à l'exception des marchés de dette souveraine ukrainiens et russes, mais price, par un aplatissement des courbes des taux, un très fort ralentissement, on peut d'ores et déjà dire quasiment une récession mondiale, on n'y est pas encore. On a 5% de croissance dans le monde. Non, je parle des marchés obligataires. Les marchés obligataires, quand tu as des marchés obligataires qui affichent de tels rendements réels négatifs, c'est qu'il y a un souci. Je sais que les banques centrales sont encore à la manœuvre, mais ça veut dire quand même que du point de vue de l'épargne mondiale, on anticipe un très fort ralentissement. On ne va pas se cacher, c'est une récession que sont en train d'anticiper les marchés de dette souveraine. Peut-être à tort. Et les marchés actions, eux, anticipent une récession, en tout cas une très forte décrue des bénéfices. Une croissance moindre ou une décrue ? Une décrue. On va passer en rendement en négatif, en variation négative. C'est-à-dire aujourd'hui, le consensus, si je prends à vendredi soir, il affiche une décroissance d'une grosse dizaine de % sur 2022 et 2023. En Europe ? Oui, en Europe. Je parle du marché français, mais on peut généraliser, oui.
ça, tu peux le mettre d'ores et déjà à la poubelle. Donc, quel est le taux de croissance des bénéfices que tu attends sur 2022, 2023, 2024 ? C'est ça le sujet. Et probablement que le marché... Tu ne peux expliquer la variation du marché depuis le début d'année que par ce phénomène-là. À chaque fois qu'il y a eu des corrections, il y a eu des rebonds techniques qui étaient de plus en plus éphémères et de faible intensité. Maintenant, les rebonds, on les a plus. On se dit que, voilà, est-ce qu'on est proche du sell-off ? Est-ce que... Oui, ça ressemble à ça. Et c'est très lié, bien sûr. Le marché n'a pas encore... Il y a un parachute qui est les rendements réels. Les actions, ça offre un rendement réel. Alors pour l'instant, il y a la variation boursière qui est négative. Mais le rendement réel, est quand même, lui, reste positif. C'est le dividende rapporté au cours. Ça reste très positif. Même chose pour l'immobilier. Donc, en comparaison par rapport au taux de dette souveraine, il reste une attractivité. Simplement, la question est de savoir quel risque je rémunère pour ces rendements réels positifs. Et pour l'instant, le champ des risques est élargi depuis jeudi dernier. Dans cette configuration où le conflit reste circonscrit, encore une fois, à l'Ukraine, même si tout ça s'enlise. Donc on se passe sur ce scénario-là, Sur ce scénario-là, le CAC 40 se stabilise, quoi. Là, on est sur des niveaux de stabilisation. C'est-à-dire là, on est aujourd'hui. Oui, à mon avis, on n'est pas loin d'un niveau de stabilisation dans le cas d'un conflit qui reste limité à l'Ukraine, qui ne bascule pas sur les pays limitrophes. Je parle de toute l'Europe du Nord, les pays baltes, la Roumanie, la Pologne. Qui sont membres de l'OTAN. Voilà, c'est ça. Donc là, auquel cas, c'est une confrontation avec l'Europe. Là, on change de nature. Donc on est sur ce point-là. Donc le marché a commencé à pricer un éventuellement risque de généralisation. Quel marché a pricé ça ? Le marché action. Donc la variation à partir de jeudi dernier, jeudi fin d'après-midi, vendredi et aujourd'hui, c'est un risque de généralisation. Généralisation territoriale, c'est-à-dire un déploiement de la violence du côté russe, et surtout une montée en puissance des sanctions qui vont jusqu'à, tu as bien vu que l'essentiel des discussions de ce week-end, c'est d'interrompre transitoirement, durablement ou à vis aeternam, l'alimentation énergétique à partir de la Russie. Ça, pour le coup, c'est l'apocalypse pour la zone euro. L'euro, le fait qu'il y ait un embargo sur les exportations de pétrole. On en parlait juste avant. On ne peut pas construire un développement économique pour le continent européen. Il y a 3-4 millions de barils le jour qui viennent de Russie. Oui, mais c'est pire que ça. Les relations, les relations économiques, politiques dans le continent européen, on ne peut pas, comme dirais-je, ne pas négocier quelque chose avec la Russie, c'est pas possible. Transitoirement, je comprends, pour mettre... Non, mais transitoirement... Oui, mais se posera la question à moyen terme. L'approche américaine, pour l'instant, est une approche qui est très ferme et qui consiste... Parce qu'ils dépendent moins. Ils sont besoin de... voilà. 8% de leurs imports de pétrole viennent de Russie et les Américains. Nous, on est à 30-40 en Europe. C'est pas la même histoire. Donc, voilà. Donc, si tu veux, en termes d'épicentre de la stagflation, c'est le gros mot qu'on est en train de ressurgir. Moins de croissance, plus d'inflation. Et voilà. L'épicentre, ce sera sur le continent européen, sur la zone euro, donc sur les actifs actions de la zone euro, et sera évidemment pas sur les actifs dollars. Mais par contre, la stagflation touchera bien l'économie mondiale, d'où les bulletins d'alerte du FMI, de tous les grands organismes internationaux sur la croissance mondiale. La croissance mondiale. Donc si je résume, si le conflit reste limité à l'Ukraine, on est proche des plus bas sur le CAC 40. Sans doute. Si par contre ça devait déborder sur des pays membres de l'OTAN avec des frictions au niveau des frontières. Oui, surtout avant avec une montée, une interdiction des flux énergétiques, une rupture complète des flux énergétiques entre l'Europe, l'Union européenne. L'Allemagne est contre. Oui, parce que c'est une énorme, c'est une colossale catastrophe. Évidemment. Et donc ça, les marchés vont le pratiquer, parce que là, tu imagines ce qui va se passer en demande interne. Simplement, place-toi du côté de la demande interne, le pouvoir d'achat. Là, si tu as une maison, une résidence secondaire avec, tu dois faire le plein en fuel pour l'hiver prochain, les cours actuellement varient toutes les 2 heures. C'est-à-dire, si tu commandes pour être livré mercredi ou jeudi, le prix auquel tu seras livré, tu ne le connais pas, tu commandes juste une quantité et tu auras le prix annoncé jeudi matin à la livraison. Donc t'imagines, et les variations de prix auxquelles on a assisté en fin de semaine dernière sur ce type de livraison fuel, j'ai entendu cette interview ce matin, c'est toutes les 2 heures et c'est plus d'une vingtaine de pourcents en moins de 48 heures. Dans cette configuration-là, si encore une fois le conflit s'intensifie et dépasse les frontières russes, là encore une fois on change encore une fois de paradigme. Ah oui, on change, oui, parce que si on fait une comparaison de moyen terme sur des ratios de valorisation de très longue période, en décile de valorisation, le marché aujourd'hui a à peine corrigé sa surévaluation qu'il affichait depuis 18 mois.
Donc on reste sur des niveaux d'évaluation absolue. Là, je ne fais pas de comparaison par rapport au rendement obligataire. Je prends les PE, les valorisations de valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, sur EBIT, sur tout ce que tu voudras. Donc je compulse tous ces ratios absolus, d'accord ? Je ne fais pas de comparaison relative. Je regarde la moyenne historique et l'écartement auquel on est aujourd'hui par rapport à cette moyenne historique. On n'est pas encore retourné sur la moyenne historique de ces 30 dernières années. Ça veut dire que le marché reste encore cher. Donc ça veut dire que les marchés actions restent encore soutenus par le fait que les rendements sur les courbes des taux des emprunts d'État restent pour les compartiments très court terme négatifs et pour les compartiments moyen long terme très proches de zéro. Et donc ça offre un facteur de soutien. Ouais. Et puis on n'a pas de comparaison historique en termes d'incidents ou de guerres géopolitiques. On a le premier choc pétrolier, on a Hiroshima, on a l'invasion du Koweït par l'Irak. Et là, ça s'est très mal passé. Parce que l'invasion du Koweït, pour le coup, alors ça touchait une zone, là pour le coup, pétrolière, énergétique, mais on a eu énormément de mal à récupérer les niveaux qui précédaient la pré-invasion de 1990. Voilà. Ouais. Donc, à aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on a comme certitude ? Est-ce qu'on porte des certitudes aujourd'hui ? C'est très difficile d'avoir des certitudes. Moi, je ne crois pas à des sanctions définitives avec la Russie. Non, mais ça, c'est essentiel. Parce que ça veut dire que sur notre mix énergétique, sur notre dynamique de croissance, sur les coûts que ça implique, c'est une modification radicale du socle de croissance économique de la zone euro. Si on interrompt définitivement ou durablement, c'est-à-dire qu'on isole... de faire ça définitivement. Ça prend une mauvaise... Non, mais j'entends bien, mais ça prend quand même une très mauvaise tournure. Si tu te replaces simplement dans une perspective historique depuis 2014, depuis le Donbass, et toutes les mesures qu'a pris la Russie de son côté, et les mesures de sanctions qu'ont pris les Européens et les Occidentaux, tu vois bien qu'on est dans une montée en puissance de part et d'autre, et que la Russie s'est dédollarisée, qu'elle est en train de basculer, je ne fais pas mon géopoliticien de comptoir, mais qu'elle est en train de basculer vers la Chine, vers l'Asie. Donc ça ne favorise pas, je dirais, le terrain d'une réconciliation. Donc ça, c'est cet élément-là qui est en train je dirais, de cette dimension géopolitique un peu de moyen-long terme. Peut-être si embrasement du conflit, jusqu'où ça nous mène sur les marchés actions ? On est en terrain, je ne peux pas répondre à ta question, terrain incognita. Si l'embrasement du conflit, ça peut aller jusqu'à éventuellement l'activation d'armes nucléaires dites tactiques. Pas stratégiques, mais tactiques. Mais enfin bon, ça serait... Enfin, t'imagines ? Je pense qu'on n'imagine pas. Ou d'armes sales. Là, on rentre dans quelque chose... Là, c'est une forme de troisième guerre mondiale qui resterait, là on fait vraiment de l'apocalypse, qui resterait durablement sur le continent européen et qui aurait d'énormes conséquences en termes de repositionnement, de recentrement des politiques publiques, puisque là, il faudrait abandonner toutes les politiques de développement avec l'énergie durable, machin d'autre. On se concentrerait principalement sur une logique de défense. Donc c'est une posture qui changerait radicalement, qui aurait des conséquences économiques très profondes. Les relations, je parle des relations d'interdépendance qui nous lient encore aujourd'hui à la Russie. Donc on est vraiment dans une dialectique du maître et de l'esclave, et qui est en train de se renverser, et avec surtout, depuis, j'insiste vraiment sur ce point, depuis fin de semaine dernière, jusqu'alors, les marchés résistaient, on va dire, relativement. C'était quand même spectaculaire. On avait près de 60% de la composante militaire terrestre russe qui était aux portes de l'Europe. Et tout le monde croyait que c'était pour négocier un bout de papier. Non, ce n'était pas ça le sujet. Donc, jusqu'à présent... les marchés n'y ont pas cru. N'y ont pas cru. Non. Et donc, c'est un réveil depuis à peine 48 heures. Donc, probablement que le réveil a eu lieu, qu'il y a eu toute une série de débouclements de positions dites spéculatives ou peu importe, et que probablement on arrive sur un premier palier. Là, c'est dans les fameuses plongées, il y a des paliers de décompression. Là, on est sur un palier. On n'est pas sur le palier du pire. On est sur le palier probablement d'un conflit plus long que ce que n'anticipaient les observateurs il y a encore quelques jours, mais plus dur, comme disait le président de la République, et avec l'incident nucléaire dans la centrale nucléaire. Qui ne se reproduit pas. Voilà, il ne faut pas que ça se reproduise. Parce que ça, c'est vraiment un risque, là, pour le coup, qui fait fuir tout le monde, qui fait fuir non seulement l'épargne européenne, mais qui fait fuir l'épargne mondiale. L'objectif, c'était de rendre l'Union européenne attractive, de l'Atlantique à l'Oural, en prenant l'expression du général de Gaulle. Donc,
c'est sur ce point qu'on est. Et répondre à ta question, quel est le palier, aujourd'hui, je peux juste te dire que le niveau du CAC, au niveau des marchés européens, c'est un palier où on pense que les prix des matières premières sont durablement sur ces niveaux-là, mais pas pour éternellement, que de nouvelles sanctions risquent d'être mobilisées, et avec un secret espoir que sous ce champ de contraintes, on arrive à une négociation qui puisse permettre de faire refluer tout ça. Mais il y a beaucoup de si dans ce que je raconte là. Donc, il faut, à mon avis, sur les niveaux actuels, rester relativement prudent. On n'a pas effacé les surévaluations antérieures. Par contre, il y a toute une série de valeurs de la cote qui sont probablement intéressantes. Donc, il faut genre quoi? On finit là-dessus. Je pense qu'il faut manier avec grande prudence, mais je pense que par exemple certaines financières aujourd'hui sont attaquées de manière, tu vois, elles sont bien attaquées. Et elles sont de manière peut-être, on jette le bébé avec l'eau du bain. Je ne dis pas que la situation de récession à venir ou de très fort ralentissement ne va pas induire des modifications en termes de charge du risque pour ces entreprises, mais elles sont attaquées. On voit quand même que sur certaines cycliques qui étaient déjà sur des niveaux de valorisation très faibles, qui avaient rebondi depuis quelques semaines, si j'ose dire, les choses se sont réinversées à nouveau. Mais globalement, ce compartiment un peu du purgatoire des faibles valorisations, à mon avis, reste attractif à moyen terme. Les valorisations qui sont très élevées, très tendues, et qui sont dans un espèce de paradigme de croissance durable, structurelle, celles-là, à mon avis, sous-estiment le fait que ce qui est en train de se passer aura des conséquences quand même au niveau du consommateur mondial, pas uniquement au niveau du consommateur européen. Et donc, globalement, les premiers de la classe vont quand même voir des impacts en termes de ralentissement. Tout en restant premiers de la classe. Oui, mais les écarts relatifs vont se réduire. Donc là-dessus, sur cette partie de la cote qui est le purgatoire, il y a probablement aujourd'hui des niveaux de valorisation, des primes de risque qui sont là très très exagérés. Bon, merci beaucoup. Explication et point de vue et analyse signé Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. Salut. Salut.